précédemment dans Scrum Life. Un abonnement tout inclus de gestion de mobilier de bureau avec l'installation, la reprise, la réparation, tout inclus. Il faut qu'on teste cette hypothèse. Comment on va valider que c'est la bonne piste? Nouvelle philosophie, mais en pratique. Bon ben, c'est parti! Bah, comment on fait? Ce que vit l'équipe Panda, nous l'avons nous aussi vécu avec la plupart des équipes que nous avons accompagnées. Sur le papier, quand on présente par exemple le Lean Startup, on ne peut qu'être d'accord. Mais une fois revenus dans leur bureau, sur leur contexte, c'est difficile à mettre en place. Bienvenue dans la série La gestion de produits en pratique, et dans cet épisode, nous allons voir comment concrètement mettre en place une approche pour mesurer et valider les hypothèses. Mais aussi comment partager ces mesures tout aussi bien au sein de l'équipe qu'avec les parties prenantes. Je suis Jean-Pierre Lambert, le créateur de Scrum Life que je co-anime avec Constantin Guay. Scrum Life, c'est la première chaîne YouTube francophone qui parle de l'esprit agile. Scrum Life, c'est aussi toute une communauté qui nous soutient, qui nous accompagne et aussi qui se retrouve pour échanger ensemble, pour s'entraider. N'attendez pas pour nous rejoindre et monter en compétence avec la communauté. Revenons à l'équipe Panda qui se demande comment, concrètement, elle va pouvoir suivre le comportement de ses utilisateurs. Déjà, il faut savoir ce qu'on veut mesurer. Ah bah oui, bien sûr. Et en fait, déjà, il faudrait qu'on sache combien de personnes chez les professionnels qui ont utilisé la fonctionnalité de téléchargement de toutes les factures par mois. Mais en se basant sur des données réelles, sur les vrais chiffres. On a ça? On peut les sortir? C'est qu'on les a pas, ces chiffres. Bon, comment ça? On sauvegarde pas le nombre de clics, qui a cliqué, quand, combien, on n'a pas. Donc, on ne sait même pas si quelqu'un a déjà utilisé la fonctionnalité au moins une fois? Non. Bon, faut qu'on s'y mette, là, faut vraiment qu'on sache si les gens utilisent vraiment ce qu'on leur met dans les mains, quoi, le produit qu'on leur fabrique. Un plan de suivi des utilisateurs définit les moyens à mettre en place pour suivre le comportement de vos utilisateurs. Vous le connaissez peut-être sous un autre nom. Dans l'informatique, on va parler parfois de plan de tagage, ce qui est un néologisme de l'anglais francisé. Dans cette vidéo, on parlera plutôt de plan de suivi des utilisateurs. Dans les produits physiques, on va plutôt parler de sondes, de capteurs, mais le principe est le même, c'est de pouvoir récupérer des informations sur le comportement de vos utilisateurs afin de pouvoir étudier ce comportement. Des outils qui existent pour vous aider, ou selon votre contexte ou votre domaine, il peut être plus pertinent de créer le vôtre. Mais quoi qu'il en soit, vous devez avoir cette approche, ce réflexe, même s'il n'existe pas d'outil gratuit qui fait tout pour vous, car avoir ces informations est un excellent outil d'aide à la décision. Sans ces informations, vous êtes aveugle. C'est fondamental, vous devez savoir comment votre produit est utilisé, aussi bien qualitativement que quantitativement. Dans le domaine de la gestion de produits, on aime bien parler de quali et de quanti. Les échanges directs avec vos utilisateurs et prospects vous donneront des informations qualitatives, le quali. Le suivi des comportements utilisateurs vous donneront des informations quantitatives, le quanti. On va voir maintenant que l'équipe Panda a effectivement compris comment techniquement faire des mesures, mais c'est pas ça le vrai enjeu. La vraie question, c'est comment structurer les mesures pour leur donner du sens. Oui, donc c'est facile, si on sait ce qu'on veut mesurer. Ah mais ok, je sais ce qu'il te faut. On fait ça déjà avec tous les autres produits, moi je connais très bien. J'ai déjà un doc tout prêt, je vais t'envoyer ça. Le doc il est standard. C'est bon, c'est réglé la question. Oh là là, c'est quoi ce truc? C'est ça qu'il faut faire. Attention, si dans votre organisation, l'équipe, elle ne fait que mettre en place un plan de suivi des utilisateurs qu'on lui donne, qu'on lui fournit, sans que l'équipe n'y voit de l'intérêt, alors là, vous avez un gros problème. Parce que là, tous ces éléments, toutes ces informations qu'on met en place pour suivre les comportements des utilisateurs, pour comprendre les utilisateurs, on ne le fait pas pour l'équipe marketing, par exemple. On le fait avant tout pour l'équipe elle-même. L'équipe devrait être maître de tous ces éléments de suivi des utilisateurs. C'est son outil principal, c'est un outil fondamental. Sans ça, elle est aveugle, l'équipe. C'est son outil, c'est sa boussole. Revenons à l'équipe Panda. Comment peut-elle faire mieux? Ouais, c'est pas simple en fait, quand même, avec un tableau comme ça, là, dans ce format.
On m'a conseillé sur le forum Scrum Life de faire venir Nathalie Keo en BBL. C'est une product manager, vous l'avez peut-être déjà vu sur Scrum Life. Franchement, elle a l'air de très bien maîtriser tous ces sujets-là. Vous en dites quoi? Un BBL? Les BBL, ou Brown Bag Lunch, c'est super sympa. L'idée d'origine, c'est de recevoir quelqu'un pour parler de son expertise dans votre entreprise, et gratuitement, généralement pendant l'heure du déjeuner. Et ça se fait très bien à distance, hein. N'hésitez pas à en faire chez vous, c'est très enrichissant d'avoir des points de vue et expériences extérieures. N'hésitez pas à nous contacter, on en fait souvent et c'est un vrai plaisir. Allez voir sur scrumlife.tv/bbl. L'équipe Panda va faire appel à Nathalie Keo pour son BBL afin qu'elle partage avec eux ses trucs et astuces. Bon, bah bonjour Madame Keo, merci d'avoir accepté de participer à ce BBL. Concernant le suivi des comportements de nos utilisateurs, on a compris techniquement comment faire, on a regardé la doc, tout ça, mais par contre, c'est le quoi qui est compliqué. Enfin, qu'est-ce qu'on veut mesurer? Ouais, le département support nous a donné une sorte de feuille Excel là, avec plein de trucs, mais ça nous semble un peu compliqué. On se demande si c'est vraiment la bonne approche. Ouais, on est vraiment curieux, hein. Vous faites comment, Madame Keo? Donc oui, la feuille Excel, c'est bien quand c'est une personne qui était là depuis le début de projet et il a pu suivre tout le plan de marquage, donc il arrive à suivre tous les tags. Mais si on veut intégrer en fait une nouvelle personne en fait dans une équipe, le fichier Excel il va lui demander en fait un effort inconsidérable pour pouvoir chercher en fait l'information. Donc la seule façon que moi j'ai pu trouver de faire, c'était de pouvoir en fait créer un document beaucoup plus visuel avec l'écran, ce qu'on veut mesurer exactement. Je sélectionne en fait zone par zone exactement ce que je veux mesurer. Où est-ce que je veux mettre des tags et pourquoi en fait je veux le faire. Et une fois après pourquoi je veux le faire, ça me permettra en fait de prendre des décisions sur la fonctionnalité. En fait, je me suis amusée à faire l'exercice, un exercice en fait pour vous montrer en fait un exemple. Est-ce que vous connaissez un petit peu Scrum Life ou pas? Ah mais si, on connaît un Scrum Life. On est trop fan, on est trop fan. On va aller faire un petit tour sur le site et du coup, ça m'a permis en fait de travailler et de savoir ce que je voulais exactement mesurer sur ce site, par exemple. Ça marche pour tout type de produit, hein. Que ce soit site web, que ce soit applicatif, que ce soit même votre outil en SAS, ça peut marcher aussi. Donc, ça commencera forcément par définir, en fait, on va dire, un objectif business, on va dire, du site, par exemple. Donc, ça peut être très bien, par exemple, faire connaître la marque Scrum Life. Ça peut être aussi, par exemple, c'est tout nouveau au niveau de Scrum Life, c'est par exemple de pouvoir promouvoir, en fait, les formations Scrum Life. Et c'est un objectif business, en fait, pour Scrum Life. Donc, du coup, c'est, on va dire, les deux objectifs business qu'on va mettre en avant. Et sur cette page-là, en fait, je vais pouvoir mesurer les différents boutons. Je vais pouvoir mesurer, en fait, par exemple, le bouton sur, quand on clique sur la page, le commencer ici. Je vais pouvoir aussi mesurer la partie, combien de personnes, en fait, va scroller sur la page. Est-ce qu'il va scroller? Est-ce qu'il va descendre lire le contenu ou pas? Est-ce qu'il va s'arrêter, en fait, à la ligne de flottaison ou pas? Je veux savoir aussi le nombre de personnes qui a cliqué sur le menu. Et bien sûr, tous ces tags-là, en fait, vous pouvez les adapter aussi pour le mobile. C'est exactement les mêmes tags. Si vous voulez aussi des tags spécifiques pour le mobile, c'est possible aussi. Et je veux savoir aussi, par exemple, le dernier, le bouton Scrum Life, en haut sur la home, est-ce qu'il est vraiment utile, en fait, qu'il soit cliquable ou pas, par exemple. Je vais mettre différents types de tags sur les différents endroits que je viens de vous évoquer. Et ça va me permettre, en fait, d'établir derrière, en fait, un plan de marquage. L'équipe a vu une manière simple et visuelle de définir ce qu'elle veut mesurer. Mais pourquoi est-ce que l'équipe, elle fait ces mesures? Parce que si on fait les choses dans l'ordre, on l'avait expliqué précédemment à propos du Lean Startup, dont on vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, on devrait commencer par définir ce qu'on veut faire de la mesure. Pourquoi est-ce qu'on veut mesurer quelque chose? Parce qu'on veut en faire quelque chose. Quelle est cette chose? Et ensuite seulement, on définit donc qu'est-ce qu'on mesure, comment on mesure. L'équipe Panda a bien compris cela et va pouvoir profiter de son invité de marque lors du BBL. Waouh, merci beaucoup pour ça. Là, vraiment, ce format de document, top, hein. C'est simple, c'est facile à utiliser, on comprend ce qu'on mesure. Et ensuite, dans la durée, comment on se sert de ces mesures? Pourquoi on se sert en fait de ces tags-là pour pouvoir mesurer et pour pouvoir prendre des décisions? Comment on va prendre ces décisions-là? Par exemple, pour chaque bouton, ça va me permettre de définir un critère de succès, un pourcentage au-dessus duquel je vais déterminer que ce bouton-là c'est un succès, au-dessous duquel c'est un échec. Si on se retrouve en fait dans une tranche au milieu, en général, il y a un statu quo. Alors, il faut décider, est-ce qu'on prend une action? Est-ce qu'on laisse plus longtemps? Combien de temps on veut pouvoir laisser ce bouton comme ça? À voir. On imagine, par exemple, le premier bouton, c'est le bouton commencer ici. Moi, ça me permet de savoir, par exemple, le nombre de personnes qui connaissaient pas forcément Scrum Life, ou qui sont curieux, en fait, de savoir qui est Jean-Pierre et Constantin. Donc, les critères de succès, à partir d'un certain X%, je vais dire que ce bouton, je vais le laisser tel quel. Si ce bouton, en fait, finalement,
il est dans cette zone grise, je vais peut-être laisser encore un petit peu le temps que le référencement du site va se faire, que de plus en plus de personnes en fait découvrent la chaîne YouTube différemment ou via les réseaux sociaux et après reviennent en fait sur le blog en fait Scrum Life. Et enfin, la partie échec, peut-être que j'ai envie de finalement faire un test AB sur ce bouton parce que le texte n'est pas bon, peut-être parce que la couleur n'est pas bon. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être pas bon, sauf que je ne sais pas encore qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc pour pouvoir savoir, j'ai envie de faire un test AB, donc je vais mener un test AB pour savoir est-ce que c'est le texte, la couleur, le design, est-ce que c'est la forme, est-ce que c'est l'endroit où, pour pouvoir tester les différentes variantes et pouvoir prendre une décision aussi derrière. Sur la partie numéro 2, par exemple, c'est de pouvoir mesurer le nombre de personnes en réalité qui va scroller au-dessous de sa ligne de flottaison quand il est sur l'ordinateur. Donc les critères de succès, pareil, toujours la même chose. Si c'est un succès, je vais laisser le scroll, parce que l'information en fait nécessaire qui est au cœur de faire découvrir les formations de Scrum Life, bah, finalement les gens vont la découvrir naturellement. Donc j'ai pas de souci. Statu quo, je suis dans cette zone grise et finalement peut-être que mon bloc de texte, il est peut-être trop gros et que le scroll en fait il va pas suffisamment loin et il manque quelque chose. Et à la fin, si finalement personne ne scrolle plus bas et ne va découvrir les contenus, du coup, si je veux que ma formation soit le plus importante, peut-être que je vais inverser la totalité des blocs. Mettre le bloc formation tout en haut et présenter mes blocs formation. Et après, présenter qui je suis. Du coup, en fonction du cycle de vie en fait, de ce site-là, peut-être que en fait, finalement, il n'y aura plus lieu d'être en fait, d'avoir par exemple ce bandeau qui m'explique qui est Jean-Pierre et qui est Constantin. Sur la partie 3, par exemple, c'est de pouvoir connaître en fait, la popularité des boutons, le qui sommes-nous, la newsletter, la chaîne, les formations, qui clique dessus, dans quel ordre. On peut mesurer différentes choses. Avec tous ces tags-là, par exemple, si on veut mesurer l'ordre, on peut mettre en fait une position pour pouvoir mesurer l'ordre. Donc si c'est un succès, par exemple, on va laisser les boutons tels quels. Par exemple pour le bouton formation. Si le bouton formation, c'est le bouton le plus important et qu'on veut mesurer ça, l'ordre de ce bouton-là, imaginons, il est très bien à sa deuxième position, et ben on va laisser tel quel. Très bien. Si finalement c'est une zone grise, et ben on peut tester peut-être un différent design. Peut-être qu'on devrait le mettre en violet. Peut-être parce qu'il n'est pas assez visible. Peut-être qu'il n'est pas assez gros. Peut-être qu'on devrait après, si c'est un échec, bah, finalement on va changer l'ordre de ces boutons. Donc voilà, il y a différentes situations où on peut mesurer et on peut prendre des décisions derrière. Et le dernier bouton, par exemple, que j'ai voulu mesurer, c'était le bouton qui permet de revenir sur la home quand on est sur n'importe quelle page. Donc à partir de combien de clics, en fait, est-ce que les gens vont cliquer naturellement? Comment en fait ils reviennent? Est-ce qu'ils naviguent ou pas? Et combien de pages ils vont pouvoir regarder? Donc ça va vous permettre en fait de pouvoir après mesurer aussi le flow et le parcours utilisateur, mais aussi en même temps de savoir est-ce qu'on doit garder un clic ou pas. Ça dépend des usages sur le site en fait, que vous êtes. Il n'y a pas de règle obligatoire. Un grand merci à Nathalie pour sa nouvelle intervention sur Scrum Life. Si vous voulez prendre contact avec elle, allez sur scrumlife.tv/NathalieKeo, tout attaché. Nous l'avons dit plus tôt, la mesure est une aide à la décision pour l'équipe. Des décisions qui peuvent être prises en fonction de l'impact recherché par des fonctionnalités implémentées ou des changements dans le produit. Grâce au suivi du comportement des utilisateurs, vous pouvez formaliser la mesure liée au changement, c'est-à-dire définir le ou les KPI. Un KPI désigne l'indicateur à suivre pour juger de la performance, en l'occurrence la performance du changement sur le produit. Attention, des KPI mal formulés peuvent avoir l'effet inverse de ce que vous visez. Ces KPI, vous devez les connaître avant de commencer à développer. On va en parler dans la suite de la série sur la culture de la mesure. Si vous ne savez pas le mesurer, alors vous ne le faites pas. Vous pensez que c'est trop radical? Impossible chez vous? Alors soyez sûr d'être abonné à la chaîne et d'avoir activé les notifications pour ne pas rater cet épisode. Comme l'a présenté Nathalie à l'équipe Panda, vous voudrez définir les seuils de réussite ou d'échec de la cible. Et on se pose déjà la question de qu'est-ce qu'on fera ensuite, en fonction du résultat de la mesure. On définit déjà l'action suivante. Si c'est en dessous du seuil, ben, qu'est-ce qu'on fera? Est-ce que c'est un échec? Si c'est un échec, eh ben, quelle sera l'action suivante, justement? Si c'est au-dessus du seuil, cette fois-là, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'il faut continuer dans cette voie? Ça veut dire qu'on a quelque chose d'inattendu, donc on continue plus? C'est quoi plus? C'est quoi la suite? Et puis même, si c'est dans la fourchette qu'on visait, on a exactement ce qu'on attendait, mais bien pareil, qu'est-ce qu'on fera ensuite? Quand on définit la fonctionnalité, ou du moins le changement sur le produit, on sait quoi mesurer. Et on sait aussi ce qu'on fera de cette mesure. Concrètement, quelle sera l'étape suivante en fonction du résultat de la mesure? Ces mesures peuvent aussi être un formidable outil de communication. Concrètement, on sait ce qu'on mesure. On va vouloir partager les résultats de cette mesure, qu'il s'agisse des résultats attendus bien sûr, mais aussi de ce qui s'est vraiment passé.
Et à chaque fois, on va vouloir comparer les attendus ainsi que le résultat expérimental, ce qui se passe pour de vrai, ce qu'on mesure effectivement, avec notre vision produit. Est-ce que c'est aligné? Est-ce que ça va dans la bonne direction? Mais aussi factuellement, avec le coût à investir. Et pour cela, la posture et les actions du product owner, de l'équipe, sont déterminantes. Que ce soit envers l'équipe, c'est-à-dire de savoir dire à l'équipe que leurs actions ont eu un impact positif ou négatif, même plusieurs semaines après, mais aussi envers les parties prenantes afin de créer de la confiance. La confiance n'est pas l'illusion que tout va bien, c'est de connaître l'état réel du produit. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous un pouce vers le haut et aussi, surtout, partagez-la à quelqu'un d'autre qui en tirerait parti. Dans tous les cas, pensez bien à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater le prochain épisode et la suite de la série. Vous pouvez aussi consulter l'article compagnon de l'épisode sur scrumlife.tv/suivi utilisateur en tout attaché pour accéder au résumé texte de la vidéo et aussi pour voir tous les liens complémentaires pour vous aider à faire votre veille. On a parlé de l'importance de la mesure avec un focus sur le produit, sur les utilisateurs, mais qu'en est-il de l'équipe et de l'organisation? Je vous invite à regarder cette vidéo où on parle justement qu'est-ce que sont les KPI agiles, quels sont les bons KPI de suivi d'équipe, etc. Justement pour creuser plus loin sur cette notion de mesure et de KPI avec un focus cette fois équipe et organisation. Je vous dis à la semaine prochaine, vous êtes mes plus grands fans!